Bonjour, bienvenue à ce qui va couvrir la portion du cours sur l'analyse des circuits d'alimentation DC. Donc, je vais repasser rapidement sur certains concepts et ça va me permettre de vous pointer quelques petites corrections que j'ai faites sur le PDF. Donc, on a vu que pour faire des circuits d'alimentation, on va avoir un signal alternatif. On va passer par un redresseur. Ensuite, on va le passer par un filtre où ce signal redressé, on va le lisser grâce à un filtre, et c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui pour éventuellement passer par un régulateur. On ne va pas vraiment toucher ça en détail aujourd'hui. Donc, on fait la structure de base, c'est une diode avec une résistance qui nous donne notre pointe moins une tension de diode dans ce qu'on appelle la simple alternance. La petite erreur que j'ai détectée, c'est que quand on regarde ce montage, ça c'est un circuit qu'on appelle vie en double alternance. Et donc tout ça, c'est des circuits en double alternance. On a les deux alternances, à savoir euh, quand la phase est positive et quand la phase est négative, et les deux contribuent, ce qui nous donne un circuit dit en double alternance. Donc un autre montage en double alternance avec un pont de diode qui est un composant commun. Et je vais arriver à mon analyse de ce circuit. Donc, euh, dans ce circuit, ce qui va se passer, donc on le charge rapidement à la tension crête. S'il n'y a pas de charge, il va rester chargé, il n'y a rien qui bouge. Quand on met une charge, la charge va venir soustraire une certaine quantité, donc la charge résistive va venir consommer un certain nombre d'électrons, de charge électrique qu'il y a sur le condensateur, et la tension va décroître. Et donc, cette tension va décroître, et on dit que si, le pointeur, hein, on dit que si la constante de temps de ce filtre, RC, est beaucoup plus longue, donc si on a une constante de temps de ce filtre RC qui est beaucoup plus longue que la demi-période, par exemple 10 fois la demi-période, donc 10 fois la période de décharge que l'on voit ici, alors la portion qui est là peut essentiellement s'approximer comme une décroissance linéaire. Donc, en fait, un circuit RC, normalement, ça pointe vers essentiellement l'axe, mais ça pointe vers l'axe à t égale avec un temps qui est égal à la constante de temps. Donc, par exemple, si la constante de temps était de 10 fois RC, ben, ça prendrait 10 périodes, et sur un dixième de période, on aurait essentiellement un segment de droite. Et la décroissance est petite, et quand la décroissance est petite, comme c'est montré, ben, quand à la prochaine conduction, à la prochaine bande de conduction qui est ici au delta T, qui est une des choses qu'on va vouloir analyser tout de suite dans une des prochaines planches. Donc la conduction va se faire dans ce temps ici, et ça va nous donner des impulsions de courant. Donc, toute la charge qui vient de la source pour s'en aller vers le condensateur va complètement être propagée pendant le temps de conduction, et pendant le temps après cette fermeture de la conduction de la diode, bien, essentiellement le courant qui est envoyé à la charge pendant ce temps-là, il vient totalement du condensateur, il ne vient plus de la diode. Donc, on va faire une analyse. Dans l'analyse qui suit, vous allez voir que dans un premier temps, on va négliger la chute dans la diode. Bon, deux façons de le regarder. Si j'ai 120 volts avec une pointe de 168, quelque chose comme ça, 700 millivolts de chute ou 800 millivolts de chute dans une diode, c'est négligeable. Une autre façon de le regarder, c'est de dire, on sait très bien que la pointe qu'on va avoir ici, c'est la pointe de la sinusoïde moins une tension diode. Donc, ce serait très facile de venir reporter dans cette analyse
une version corrigée de la tension crête et ce serait essentiellement la même analyse. Donc, pour ne pas rendre plus obscure cette analyse, on va tout simplement le faire comme si la chute dans la diode en polarisation directe était nulle ou négligeable, ce qui est bien sûr pas le cas si vous aviez une sinusoïde avec des crêtes à 5 volts. Ben, il faudrait tenir compte de la chute dans la diode et venir réduire le 5 pour faire 4,3. Mais pour les besoins de la cause, c'est pas vraiment, disons, c'est pas vraiment nécessaire de le faire, de rendre les équations plus complexes. Vous allez voir qu'elles le sont déjà assez. Donc, la première grandeur que l'on veut trouver, c'est de combien la tension s'est affaissée. En fait, c'est l'angle de conduction qu'on veut trouver. Donc, on va supposer, pour trouver le courant moyen dans la charge R, que la diode conduit pendant un intervalle de temps très court à chaque demi-cycle positif. Et donc, le courant, donc petit i grand d, donc le courant total, croît rapidement pendant delta t et recharge le condensateur C à la tension Vp. C'est ce qui se passe ici. Si le delta t est beaucoup plus petit que la période, donc si la constante de temps est beaucoup plus grande que la période, disons 16 millisecondes à 60 Hz, on peut considérer que V0 varie linéairement avec une pente qui est égale à moins tau, donc la constante de temps qui est ici. Et en réalité, c'est vrai que ça varie exponentiellement, mais la différence que l'on fait, l'erreur que l'on fait, elle est véritablement négligeable si la constante de temps RC est de l'ordre de 10 taux ou peut-être même 5 taux, ça pourrait être suffisant comme approximation. Donc, la tension moyenne en sortie, on va donc l'exprimer comme la pointe Vp moins 1 demi de la chute. Bien sûr, c'est un triangle. Donc, si je fais la moyenne d'un triangle, ben, je vais prendre la chute que j'ai faite ici, VR, je vais dire la moyenne pendant ce temps-là, c'est ce côté-là moins ce côté-là. Et donc, et la différence entre les deux, qui est VR, et la moyenne, ça va être Vp moins 1 demi VR. L'expression qui est ici. Ensuite, et donc le courant moyen dans la charge, donc on va exprimer le courant moyen dans la charge, mais pour le trouver, ben, on va dire que c'est que VR, et donc on dit, cette pente-là nous amènerait à l'ordonner sur un temps qui serait égal à t. Donc, de combien a-t-on descendu pendant un temps qui est égal à la période t si la constante de temps est égale à tau? Donc, si j'ai, par exemple, t, grand T qui est égal à 1 dixième de taux, ben, la chute que l'on observerait serait 1 dixième de la pointe. Donc, VR va être égal à Vp fois T divisé par taux, qui est donc le rapport entre la période, le temps pendant lequel le condensateur se décharge, sur la constante de temps du RC qui est impliqué. Donc, ensuite, on peut regarder, on peut transformer T, la période, comme 1 sur la fréquence. On peut remplacer taux par la constante de temps RC de notre condensateur et par une substitution directe, on va avoir que le VR, c'est égal à la pointe divisé par F fois RC, pardon, qui est une relation importante dont on va se servir et qui va nous resservir tout au long de l'analyse. Maintenant, si on veut trouver le courant moyen à la charge, ben, le courant moyen à la charge, ça va être la tension moyenne divisée par la résistance de charge. Et la tension moyenne, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est Vp moins 1 demi VR, comme on l'a dit, divisé par R, la résistance de la charge. On peut transformer simplement en isolant, donc on va dire c'est Vp sur R. L'ayant isolé de là, ça nous fait 1. Puis là, notre Vp sur R, donc si on sort Vp sur R, notre Vp ici, en remplaçant le VR par, donc on a VR ici, moins 1 demi VR, VR étant égal à
VP sur FRC. Donc, si on substitue VR ici et qu'on isole VP sur R, ben, ça va nous donner un terme, donc VP sur R, qui va multiplier 1 moins 1 sur 2FRC. Donc, on vient de trouver l'expression qui nous donne le courant moyen à la charge, étant donné une constante de temps et étant donné la fréquence à laquelle notre redresseur simple alternance fonctionne. Donc, on poursuit l'analyse pour un redresseur simple alternance et donc on veut trouver, en fait, là où on veut arriver après quelques transformations, on veut arriver à cette expression ici qui va nous permettre, donc en 3 pages, qui va nous permettre d'exprimer notre courant moyen en fonction de l'angle de conduction. Donc, c'est là où on s'en va. Ça prend quelques pages de cette dérivation parce qu'on garde toujours notre schéma à portée de main pour pas se mélanger. Donc, je reviens ici. Si on le fait, on revient. Et donc, on regarde maintenant l'angle de conduction. Et donc, l'angle de conduction, en fait, par rapport à la pointe qui est ici, on recule le temps. Donc, c'est un peu comme si on partait ici comme l'angle 0 degré, puis on s'en va à moins t. Et on veut trouver ce moins t qui va correspondre à, finalement, à l'intersection entre cette courbe qui descend et la nouvelle montée de la sinusoïde. Donc, la diode va commencer à conduire à T1, puis elle va arrêter de conduire à T2. Et donc, la différence entre T1 et T2, ben, c'est delta T. Et pour y arriver, on va faire un petit peu de trigonométrie. Donc, le début de la conduction, encore une fois, si on avait le cercle trigonométrique qui part ici, qu'on faisait reculer le temps à l'envers, on peut toujours faire ça. Donc, le début de la conduction va se passer à VP, la pointe, moins VR, la grandeur de laquelle la droite a descendu. On va dire, OK, ça c'est égal à VP fois sin de oméga T1, où T1, c'est le temps à rebours, vers l'arrière. Donc, le temps de fin de conduction, on peut l'exprimer maintenant comme VP sin de oméga T1 plus oméga delta T. Donc, on a T1, on vient remplacer notre temps ici par T2 est égal à T1 plus delta T, et donc qui est égal à VP, la pointe, et ça permet, en considérant le fait que le cercle est périodique, et de venir exprimer que VP cos de delta oméga T est égal à VP moins VR. Donc, dans notre cercle trigonométrique, donc cette transformation que l'on fait avec le sinus d'une somme, c'est en remplaçant par une expression trigonométrique standard, ça nous amène à cette relation qui dit qu'on a VP cos de delta oméga t est égal à VP moins VR, relation dont on va se servir à l'étape suivante. On développe en série de Taylor ce VP cos de oméga delta t, et on va prendre, comme on le fait de façon usuelle, les 2 premiers termes de la série de Taylor en linéarisant. On va négliger les termes d'ordre supérieur. Donc, en conservant les 2 premiers termes de la série de Taylor, on va avoir que VP fois 1 moins oméga t au carré sur 2 va être égal à VP moins VR. Puis on a VP ici et VP là qu'on peut simplifier. Et finalement, on a moins VR qui est égal à moins oméga delta au carré sur 2, une transformation algébrique élémentaire vous permet maintenant d'isoler oméga delta t comme étant la racine carrée de 2VR, de 2 qui monte en haut ici, divisé par VP qui arrive en produit
terme. Donc, la relation que l'on cherchait, on l'a essentiellement trouvée, qui est notre delta t, ça va être égal à, approximativement égal à 1 sur oméga fois la racine carrée de 2VR sur P. Donc, en exploitant cette relation-là, on avait que notre courant moyen à la charge, c'était la tension moyenne divisée par la résistance. La tension moyenne, c'était Vp moins 1 sur 2VR divisé par R. Puis on peut maintenant substituer avec le VR qu'on a trouvé, ici on a trouvé VR, c'est difficile d'avoir tout en même temps, là, mais si je prends mon VR que j'ai ici, VR est égal à Vp sur FRC, je m'en viens le reporter dans l'équation qui est ici, et en reportant mon VR par sa valeur, je peux maintenant isoler que mon courant moyen, c'est Vp sur R fois 1 moins 1 sur 2FRC. Donc, on a exprimé le courant moyen en fonction de RC et de la fréquence. Donc, on peut poursuivre l'analyse. Puis là, on va s'intéresser, c'est bien beau sur le courant moyen à la charge, mais on va s'intéresser à cette pointe de courant. Et la raison pour laquelle on va s'y intéresser, c'est qu'il y a une tentation quand on conçoit un bloc d'alimentation. La tentation, c'est de tenter de réguler très bien avec un très gros condensateur. Si on le faisait, on viendrait aplatir cette courbe, pas cette fois la courbe dont on parle en 2021, mais la courbe de décroissance de la tension de sortie sur le circuit d'alimentation. Donc, cette tension pourrait remonter, puis on aurait une courbe qui aurait beaucoup moins d'ondulation si RC était beaucoup plus grand. Cependant, si on le faisait, on se retrouverait avec des pointes de courant beaucoup plus grandes. Et le but de l'analyse, c'est d'exprimer, trouver une relation qui exprime le courant maximum observé et qu'on va comparer au courant moyen et on va pouvoir voir qu'il y a deux expressions très différentes pour le courant moyen et le courant de pointe. Et le danger est que pour un même courant moyen, si on régule trop bien, le courant de pointe que la diode va voir peut être tellement grand qu'on va la détruire, bien que le courant moyen est tout à fait acceptable. Donc, si on s'en vient, si on poursuit, donc là, on veut donc trouver le courant maximum dans la diode. Et pour le courant maximum dans la diode, on va évaluer l'équation. Rappelez-vous la convention, petit i grand d, c'est le total, petit i grand c, c'est le total, petit i grand l, c'est aussi le total. Et donc, le courant dans un condensateur, et la relation classique, c'est CdV dt. Donc, on remplace le courant dans le condensateur par une expression qui l'exprime. Puis, à l'instant où la diode commence à conduire, donc à T1 est égal à moins delta T, donc on a une tension V, le VI est à son maximum. Donc, c'est immédiatement quand on arrive, c'est à ce point-ci que le courant est à son maximum. Et donc, à ce moment-là, on va avoir Vt est égal à Vp cos de oméga t, ce qui nous permet maintenant de prendre la dérivée de V en fonction du temps. Donc, quand on dérive un cosinus, la dérivée du cosinus, c'est moins W fois le sinus de oméga t. C'est ce que vous avez ici. Moins oméga sin de oméga t. Votre Vp est resté là. Et là, c'est votre C dV sur dt que vous venez de faire. Et donc, en fait, c'est le dV sur dt qu'on vient de faire qui est ici. Et quand on le remplace, donc on va pouvoir substituer, en fait, on est en train d'essayer d'exprimer dV sur dt. Donc, dV sur dt qui est moins Vp sin de oméga t. On peut
Ensuite, remplacer une expression, une simplification classique quand l'angle oméga t est petit, c'est une approximation, c'est de dire que sinus de oméga t est à peu près égal à oméga t. Donc, on va remplacer le sinus par l'argument du sinus, qui est une approximation standard quand l'argument est petit. Donc, ici, on va obtenir Vp fois un oméga et un deuxième oméga que va multiplier delta t parce qu'on est à t est égal à moins delta t. Donc, quand on fait ça, donc les deux moins s'annulent et on se retrouve avec l'expression que l'on cherche, à savoir que dv sur dt est à peu près égal à vp fois oméga carré fois delta t. Donc là, à ce moment-là, on peut prendre cette relation-là et venir la substituer dans notre relation du courant maximum, qui va dire que le courant maximum est égal à C, le même C, fois le terme qu'on a trouvé, Vp oméga carré delta t, auquel on va ajouter le courant maximum à la charge. Donc, on peut poursuivre l'analyse, et quand on fait les substitutions appropriées dans l'équation, ben, le courant moyen, pardon, le courant maximum que l'on a à la charge, ben, c'est là. Et j'ai ramené ici le schéma, ça aide à le visualiser. Le courant moyen, le courant maximum, pardon, que je vais avoir à la charge, c'est la valeur maximum de la tension que j'ai à ce point-là, divisé par la résistance, c'est ce terme qui est ici. Et le courant moyen, pardon, le courant, c'est IL max, je reviens en arrière, donc c'est mon IL max qui est ici, c'est mon IL max qui est là. Ça, c'est l'expression que j'avais pour le premier terme CdV sur dt, que je peux maintenant venir substituer à l'intérieur de la relation. Et ce qui se passe ici, ce n'est que des substitutions de variables avec un VR est égal à VP sur FRC. Ça, c'est une relation VP est égal, VR pardon, est égal à VP sur FRC. Ben, c'est une relation qu'on avait obtenue quelques planches avant. Donc, savoir exactement ici, VR est égal à VP sur FRC. Donc, on a reproduit un petit peu plus loin. Donc, je reviens ici. Vp est égal à VR sur FRC. Vp est égal à VR sur FRC. Et donc, l'autre, c'est le oméga. Un petit peu. J'ai un peu de mal à le visualiser. Donc, VR est égal à Vp sur FRC. Je me suis trompé en route. Donc, V, un peu, je vais trop vite. VR est égal à Vp sur FRC, c'est bien ça. Et donc, l'autre relation, c'est la relation, en fait, c'est juste une reproduction d'une relation qu'on a déjà obtenue. Donc, la relation qui est ici, donc le oméga C est égal à 2 pi r fois Vp sur VR. Donc, en fait, non. J'ai Vp, j'ai VR. Je peux envoyer le VR en bas. Je peux, le RC, je peux prendre le C qui est là, le monter en haut. Donc, je prends le C qui est là, je le monte en haut. Et je remplace maintenant, je peux remplacer, j'utilise la relation oméga est égal à 2 pi f, où f est égal à oméga sur 2 pi. Et donc, je remplace f par oméga sur 2 pi. C'est une transformation algébrique élémentaire, donc qui me donne oméga c est égal à 2 pi sur r fois vp sur R, et je peux maintenant venir trouver finalement mon ID max. On se rappelle de notre ID max qu'on avait obtenu ici, qui était CVP oméga carré plus delta t plus IL max. Et donc, c'est tout simplement un jeu de substitution. C'est une bonne idée de regarder les équations lentement et les mettre une à côté de l'autre. Vous pourrez faire ça chez vous à tête reposée. Et donc, finalement, c'est une transformation élémentaire où on peut sortir VP sur R, VP sur R, l'isoler de la parenthèse, et là, on a notre VP
on a notre 2pi sur VR qui est là, 2pi sur VR qui multiplie VP, avec le VP sur R qui a été sorti, VP sur R qui a été sorti, et ça nous laisse un terme de 1. Et donc, finalement, on arrive avec la relation qu'on recherche. Le ID max est égal à 1 plus ce terme qui est ici. Et donc, ça m'amène finalement, on a essentiellement terminé l'analyse et on se retrouve avec les deux relations que l'on cherchait. On a obtenu les deux relations qu'on cherchait dans cette dérivation. Je vous invite à regarder les équations une par une et à suivre les transformations. Je vous ai expliqué toutes les étapes. Donc, je vous invite à regarder ça à tête reposée chez vous. Il n'y a rien de sorcier pour finalement arriver à une relation ID moyen est égal à VP moins VR sur 2 divisé par R, et ID max qui est égal à IL fois 1 plus 2pi racine carrée de VP sur VR. Une remarque importante que je peux vous faire, si vous allez dans le Cedra et Smith set, vous allez lire la dérivation qui est là. Cedra et Smith arrivent avec une relation différente pour le ID moyen, parce qu'en fait, ils calculent le courant moyen dans la diode pendant qu'elle conduit. Mais moi, je vais vous dire que de mon point de vue, c'est pas significatif, c'est pas important. Je veux pas voir le courant moyen dans la diode pendant qu'elle conduit, à savoir pendant son angle de conduction. Je veux voir le courant moyen, je veux calculer le courant moyen sur toute la période. C'est ce qui vous intéresse. Si vous êtes en train d'alimenter une charge résistive, vous savez que votre charge résistive consomme 1 ampère en moyenne, et la valeur du courant moyen pendant l'angle de conduction, ce n'est pas très important. Ce qui est cependant très important, c'est la valeur maximum du courant. Et ce qui est important pour vous de réaliser, c'est que quand j'ai ces deux relations côte à côte, on s'aperçoit qu'il y a une des relations qui a VR au dénominateur. Donc, si vous avez, c'est quoi VR? On se rappelle, VR, c'est la chute de tension que l'on observe entre la pointe et le moment où il y a le début de l'angle de conduction. Donc, je redis ce que je disais un petit peu plus tôt. Si jamais vous faites l'erreur de conception de mettre une constante de temps très, très grande pour tenter d'avoir une excellente régulation en mettant un très gros condensateur, il est possible en faisant ça que vous vous retrouviez avec un VR qui est ici au dénominateur très petit, puis mathématiquement, ce que l'équation vous dit, c'est que si VR, grand V, petit r, est très petit par rapport à grand V, grand P, bien, ce terme peut devenir arbitrairement grand devant 1. Donc, vous pourriez vous retrouver avec un courant maximum dans la diode qui est 10 fois, 20 fois, 50 fois plus grand que le courant moyen à la charge. Donc, ça, c'est malsain et ça peut vous amener essentiellement à détruire une diode. Et c'est là où je veux peut-être faire un petit retour arrière pour vous ramener à quelque chose qu'on a regardé, à savoir la spécification de la diode. Et là, je vais vous amener à regarder pourquoi on avait spécifié le courant moyen. Ici, donc ce courant moyen, le pointeur ne veut pas aller où je veux. Intéressant. Donc, je m'en vais avec ce courant moyen ici, qui est le courant moyen maximum dans la diode, qui est de 1 ampère, et le courant maximum, on vous le cite comme le Non-Repetitive Peak Forward Surge Current, sur une période, une demi-période du 60 Hz. Et vous comprenez peut-être mieux maintenant pourquoi on vous dit, ben, la 1N4001 est capable de tolérer différence bizarre entre le pointeur et le pointeur laser. Donc, vous avez une valeur de 1 ampère tolérable en moyenne dans la diode, mais ce 1 ampère peut correspondre
à un courant de 30 ampères, courant pointe dans une demi-période. Donc, c'est déjà prévu, c'est déjà compris par les manufacturiers de redresseurs. Maintenant, si vous faites l'erreur de mettre un condensateur énorme, bien, vous pourriez vous retrouver, c'est vraiment possible de se retrouver avec un courant maximum qui est plus grand que le 30 ampères, qui est le maximum que le composant peut tolérer. Et là, si je fais la même chose pour la MUR 460, si vous le regardez pour la MUR 460, donc les courants maximums que ça peut tolérer sont de 70 ampères pour la 460 et de 125 ampères pour la 420. Et dans ce cas, ça correspond à une trentaine de fois plus, comme pour la 4001, le courant moyen tolérable. Et dans ce cas-ci, c'est une quinzaine de fois le courant moyen tolérable. Je vais maintenant revenir où j'étais dans le bloc sur les circuits d'alimentation. Donc, je ne vais pas vous demander dans un examen de refaire la dérivation, mais c'est important et c'est le genre de choses ou c'est le genre de relation qu'il est important de, ce que je dis, gardez ça sur votre feuille. Donc, ou typiquement dans un problème d'examen, si je ne veux pas faire une question piège stupide, on va tout simplement vous fournir les équations. Cependant, le classique, et je peux vous le dire, ça s'est passé pas plus tard que l'année passée, j'ai donné l'équation aux étudiants dans la question d'examen et beaucoup n'ont pas été capables de répondre. Pourquoi? Ben, ils ne se rappelaient pas ce que ça voulait dire VR. Donc, VR, c'est peut-être la chose importante à se rappeler, c'est que le VR, c'est la différence entre la pointe et la tension que vous avez là. Si je retourne un peu plus tôt dans l'analyse, je vais vous le remontrer. Donc, ce VR, donc quand on a déterminé VR, c'était dans le fond à la première page de l'analyse. Vous voyez ici le VR, c'est la quantité par laquelle la tension a diminué à partir de la pointe jusqu'à la tension d'intersection de l'angle de conduction. Donc, c'est le petit v, petit r, c'est la quantité par laquelle cette tension a diminué. Et c'est ça qui est finalement qui est le nerf de la guerre et le piège. Donc, si vous avez un VR très petit, ben, si VR est très petit, et c'est ça qui est le point important qu'il faut se rappeler de cette analyse, c'est que si VR est très petit, le ID max peut devenir arbitrairement grand, bien que le courant moyen n'aura aucun problème. Donc, vous pourriez vous retrouver avec 1 ampère de courant moyen, votre 4001 est heureuse, mais avec un courant de pointe qui pourrait aller chercher 50 ampères, et ça, ce n'est pas une bonne idée. Donc là, vous seriez allé trop loin à utiliser un condensateur trop gros par rapport à la charge et à forcer l'angle de conduction à s'approcher de zéro. Donc, quelques points additionnels. Donc, on a fait l'analyse pour le cas simple alternance. On peut reprendre le cas pour l'analyse double alternance. Évidemment, comme on fait souvent parfois dans des trucs comme ça, on dit, bah, un exercice, refaites ça. Bon, évidemment, si on voulait faire ça, si je vous demandais de le faire à livre fermé, je pense que la plupart d'entre vous ne seriez pas capables ou auriez beaucoup de difficultés à refaire cette analyse livre fermé. Maintenant, si vous la faites livre ouvert, vous prenez l'analyse qui est aux pages précédentes et vous reprenez, puis qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que là où on avait avant T, là maintenant on a T sur 2. Donc si vous venez remplacer dans toute la dérivation T par T sur 2, bien, vous obtenez une autre équation qui est très très semblable à la précédente. En fait, deux équations qui sont très semblables aux équations précédentes, mais avec un facteur de 2 qui est entré à un endroit approprié. Donc, suivre, ce qui est tout à fait à votre portée, c'est de reprendre et resuivre l'analyse faite aux planches précédentes et de dire, ben maintenant, je remplace T par T sur 2. Quelle est la conséquence finalement sur les équations qui vous sont données ici? Donc, c'est un peu différent, dépendant si la tension qui est ici
décroît pendant t ou pendant t sur 2, bien sûr. On peut vous donner un exercice. Cet exercice, disons, c'est le genre de choses qui se ferait bien avec un outil de simulation, mais je ne vais pas vous donner ce genre d'exercice-là à l'examen. C'est un problème qui est peut-être un peu trop complexe. Donc, l'exercice, des exercices qu'on peut vous proposer, reprendre l'analyse. Ah oui, vous pourriez très bien, et ça je l'ai dit au départ, reprendre l'analyse au complet en supposant que vous avez le modèle de diode chute directe, V peak devient V peak moins V tension de diode, pas trop compliqué. On pourrait imaginer, je ne voudrais pas dans un examen, c'est trop difficile, mais ce serait tout à fait à votre portée de comprendre. Et je ne vous le demanderai pas dans un examen, c'est trop difficile, mais ce serait tout à fait à votre portée de comprendre. Et que se passe-t-il si ma source, elle a une résistance de sortie? Ben, il faudra ajouter un terme, moins R fois I instantané dans la diode. Et donc, on pourrait analyser l'impact de la résistance. C'est le genre de choses où ben, peut-être sortir son simulateur puis aller voir quel est l'impact. Parce que bien sûr, on a fait quelques raccourcis dans l'analyse. On n'a pas considéré le cas de figure de la chute dans le transformateur qui nous alimente ou dans le réseau qui vient, par exemple, de Hydro-Québec. Donc, ceci termine le module sur l'analyse des circuits d'alimentation. Je suis conscient que c'est assez aride et donc je vous invite à resuivre l'analyse étape par étape pour vous assurer que vous compreniez finalement les étapes qui sont faites et comment on arrive à ces relations. Et pour moi, les relations importantes, ben ça c'est une relation importante, ça c'est une autre relation importante. Donc, dans le cas du circuit à double alternance, quelle est donc la chute que l'on observe pendant le temps de décharge, quel est le courant moyen et quel est le ID max pour encore une fois constater que si on fait le RC trop important, le VR tend vers 0, puis si on fait VR tend vers 0, ben on va avoir un courant moyen qui peut détruire la diode et c'était la même chose dans le cas du redresseur simple alternant. Et rappelez-vous bien sûr que tout ça, ben, il faut être capable de trouver VR. Et puis pour trouver VR, l'expression qui permettait de trouver VR, c'est une des premières qu'on a obtenues. Donc une autre relation importante, c'est celle où on a exprimé VR comme VP fois F sur RC. Donc si vous connaissez RC, vous connaissez VR, vous pouvez trouver votre courant à la pointe. Donc je m'arrête là-dessus. Ça termine l'analyse des circuits d'alimentation et je serai disponible pour les questions si vous avez du mal à suivre cette analyse-là. Merci de votre attention.